Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue une autre fois dans la chaîne QP2M Consulting. C'est un nouveau nom pour la chaîne au lieu de Qualys Information. Alors aujourd'hui, nous allons voir, ou bien nous allons continuer notre formation relative à la norme ISO 9001 version 2015, toujours dans la lecture des exigences. Et aujourd'hui, nous allons voir les exigences relatives au chapitre 8, la réalisation des activités opérationnelles, et plus précisément donc le sous-chapitre intitulé la production et prestation de services. Tout d'abord, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et bien sûr activer l'alarme pour que vous puissiez voir nos vidéos partagées à temps. Juste à titre d'information ou bien à titre de remarque, j'ai reçu plusieurs dans plusieurs commentaires. Donc il y a des personnes qui m'ont demandé d'envoyer les supports techniques ou bien les supports de formation. Vous pouvez télécharger toutes les formations, bien tous les supports techniques de formation dans le site qp2mconsulting.com. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires afin que je puisse vous répondre soit aussi dans les commentaires ou bien dans les prochaines vidéos. Alors pour commencer notre formation, on prend un extrait de la norme, ou bien on prend la partie relative à la formation de la norme. Donc l'organisme doit mettre en œuvre les conditions maîtrisées pour la production et la prestation de services, y compris la livraison et les activités après livraison. Donc dans cette partie, on va voir quelles sont les conditions maîtrisées ou bien qui doivent être maîtrisées afin que l'organisme se satisfaire aux exigences relatives à cette partie. Comme j'ai dit, les exigences sont relatives à la production, donc à un produit ou bien à un service. Donc ces conditions doivent comprendre, bien sûr, selon le cas de l'organisme, etc. Donc premièrement, la disponibilité des informations documentées définissant les caractéristiques des produits et services. Nous avons déjà vu ça dans la partie planification, la planification de la production, que la première chose, ou bien les premières informations documentées qui doivent être disponibles, ce sont des informations documentées qui définissent quelles sont les caractéristiques du produit. C'est-à-dire si nous avons un produit, donc on doit savoir quelles sont ses caractéristiques techniques. Je prends le cas un exemple. Donc un produit peut avoir comme caractéristique technique la dimension, la largeur, la longueur, l'épaisseur par exemple. Il peut avoir aussi une pression. Donc il y a plusieurs caractéristiques techniques qui définissent un produit. Généralement, pour se conformer à cette exigence, on pourra avoir, ou bien on peut avoir comme document, par exemple le plan de contrôle. Généralement, le plan de contrôle d'un produit, il contient toutes les caractéristiques techniques de ce produit, avec bien sûr les tolérances, avec les tolérances d'acceptation ou bien de refus, les moyens de contrôle, etc. On va voir tout ça ensemble. Deuxièmement, la disponibilité des informations documentées définissant les activités à réaliser et les résultats à obtenir. Généralement, lorsqu'on a un produit à fabriquer ou bien un service à faire, généralement, on doit avoir des informations qui définissent les activités ou bien les étapes à suivre pour réaliser ce produit. Pour ce point-là, on pourra, ou bien on peut avoir comme document par exemple tout ce qui est mode opératoire, tout ce qui est instruction de travail, tout ce qui est procédure de réalisation d'un produit, c'est-à-dire quelles sont les étapes ou bien les phases pour réaliser un produit. Supposons par exemple qu'on a un produit de carton, je sais pas, on pourra avoir on peut avoir plusieurs étapes. Premièrement, par exemple, la découpe, l'impression, etc. Ce sont des étapes à suivre, ou bien des phases de production, ou bien de réalisation de ce service. Les informations, ou bien les conditions maîtrisées doivent aussi comprendre les activités de surveillance et de mesure aux étapes appropriées pour vérifier que les critères relatifs à la maîtrise des processus et des éléments de sortie des processus et les critères d'acceptation relatifs aux produits et services sont satisfaits. J'ai déjà parlé du plan de contrôle. On peut avoir, ou bien on doit avoir, quelles sont les tolérances d'acceptation, quelles sont les tolérances de refus, comment vérifier soit le produit ou le processus, c'est-à-dire quels sont les instruments de contrôle, comment contrôler aussi chaque étape de production, de prestation du service,
etc. Juste il faut ajouter un autre ou bien une remarque relative au point numéro 2 qui est la disponibilité des informations documentées définissant les activités à réaliser, les résultats à obtenir. On peut aussi avoir quelques documents qui maîtrisent ou bien qui dans laquelle on note les résultats à obtenir. Ce résultat peut être par exemple un rapport de production, la quantité produite, etc. Et aussi pour le troisième point, on doit aussi citer les résultats qui peuvent être les résultats de contrôle, donc la valeur trouvée lors de la vérification ou bien de contrôle, etc. Alors toujours dans le chapitre, bien le sous-chapitre 8.5.1, qui est la maîtrise de la production et de la prestation de service. Donc il y a aussi des autres conditions à prendre en considération. L'utilisation et la maîtrise de l'infrastructure de l'environnement de processus approprié. Généralement dans le processus production ou bien prestation de service, il y a la possibilité d'avoir des conditions de l'environnement qui doivent être respectées. Je vous donne un exemple. Supposons par exemple qu'on a un produit à fabriquer dans des conditions de température, des conditions de pression ambiant, etc. Donc ce sont ce sont des caractéristiques ou bien des exigences relatives à l'environnement pour réaliser un produit conforme ou bien à une prestation de service. Donc il y a aussi la disponibilité et l'utilisation d'équipements appropriés de surveillance et de la mesure, donc généralement les instruments de mesure, les instruments de contrôle, etc. Donc on doit prendre en considération aussi ces points. Généralement ce sont des points qu'on peut aussi citer, comme j'ai dit, dans le plan de contrôle, bien dans disons l'instrument de contrôle, pour définir comment contrôler, avec quels moyens, quelle fréquence, etc. On doit aussi prendre en considération les compétences et le cas échéant la qualification requise du personnel. Il y a aussi des tâches ou bien des étapes de production ou bien lors de la réalisation de produits ou bien de prestations de services. Il y a des tâches qui doivent ou bien qui insistent ou bien qui obligent la qualification du personnel. Supposons par exemple qu'on a une machine qui nécessite quelques qualifications, etc. Donc on doit citer quelles sont les compétences nécessaires pour que la personne concernée peut exécuter ou bien peut réaliser le produit en utilisant ce moyen, bien sûr, qui exige la qualification. On doit prendre en considération aussi la validation et la validation périodique de l'aptitude de tout processus de production et de prestation de services à obtenir les résultats planifiés lorsque les éléments de sortie ne peuvent pas être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée a posteriori. Je vous donne une explication de ce point. Donc il y a généralement, surtout par exemple dans le cas de la production, donc la vérification de tous les produits, bien les articles fabriqués n'est pas toujours faisable, ou bien n'est pas toujours possible. Donc dans ce cas-là, on peut, au lieu de vérifier le produit ou bien l'article fabriqué, on peut généralement vérifier ou bien vérifier voilà périodiquement le processus en mettant un indicateur de performance, etc. Je prends un exemple réel, donc dans le cas de fabrication d'un produit. Généralement, comme je dis, on ne peut pas vérifier ou bien contrôler tous les produits, mais pour savoir est-ce que le processus il est apte ou bien il est conforme, on peut par exemple mensuellement calculer le taux de non-conformité, etc. Donc dans ce cas-là, on peut, ou bien au lieu de juger ou bien de contrôler le produit, on contrôle le processus. Donc voilà. On doit prendre aussi la mise en œuvre d'activités de libération des produits et services, de livraison et de prestation de services après livraison. Donc pour la libération de produits, donc j'ai déjà parlé dans la partie contrôle, comment libérer un produit. Donc soit on le contrôler, on trouve le résultat déjà conforme, donc dans ce cas-là on peut libérer le produit, soit par dérogation, donc dans le cas où il y a une non-conformité, il y a une personne qui peut ou bien qui a assez de compétences pour juger qu'on peut déroger ou bien qu'on peut libérer
ce produit, même s'il y a une non-conformité. On peut avoir aussi la dérogation de produits ou bien de services non conformes en concertation avec les clients, etc. Donc voilà, on doit toujours prendre tous ces points pour se conformer à ces exigences relatives à la production ou bien à la prestation. Alors maintenant, passons au sous-chapitre 8.5.2 qui est relatif à l'identification et la traçabilité des produits ou bien de services. Donc la norme exige que lorsque cela est nécessaire, donc on parle de la traçabilité et l'identification, pour assurer la conformité des produits et services, l'organisme doit utiliser des moyens appropriés pour identifier les éléments sortis du processus. Donc généralement, il y a des produits qui exigent bien des secteurs qui exigent la traçabilité et l'identification, et il y a des autres qui ne sont pas ou bien qui ne sont pas exigeants au niveau de la traçabilité. Mais on parle dans le cas général où il y a la traçabilité une exigence. Donc l'organisme, il doit, surtout lorsque la traçabilité il influence sur la conformité de produit, donc dans ce cas-là, l'organisme doit utiliser des moyens appropriés pour identifier les éléments de sortie des processus. Supposons qu'on a un processus de réalisation ou bien de production, de fabrication d'un produit. Donc on doit avoir une traçabilité, c'est-à-dire on doit savoir par exemple la date de production, la matière utilisée pour la production. On peut avoir même quelle est la machine dans laquelle on a travaillé ou bien on a fabriqué ce produit. On peut avoir parmi les informations de traçabilité aussi qui est la personne qui a fabriqué ou bien qui est responsable de la production de cette pièce, etc. Donc dans ce cas-là, surtout, comme j'ai dit, si la traçabilité l'influence sur l'exigence ou bien sur la conformité de produit. L'organisme aussi doit identifier l'état des éléments de sortie du processus par rapport aux exigences de surveillance et de mesure tout au long de la production et la prestation de services. Donc généralement lorsqu'on parle de la traçabilité, on ne parle pas juste au niveau de traçabilité de la dernière phase ou bien la dernière étape de production, mais tout au long des étapes de production. Supposons qu'on a un produit ou bien qu'on fabrique un produit qui passe par 2 ou bien 3 étapes de production. Donc généralement, le contrôle, l'enregistrement des données et la traçabilité doit se faire à chaque étape, afin bien sûr de faciliter l'identification de la source de problème, ainsi de l'analyse des causes de problème, et vers la fin bien sûr, afin de résoudre le problème. Je parle d'un problème de non-conformité, etc. Lorsque la traçabilité est une exigence, l'organisme doit maîtriser l'identification unique des éléments de sortie des processus et conserver toutes les informations documentées nécessaires au maintien de la traçabilité. Donc pour vous expliquer ce point-là, donc généralement il y a des produits que la traçabilité unique doit être, ou bien l'identification unique doit être faite. Surtout par exemple dans le cas des produits agroalimentaires, etc. Donc chaque produit doit avoir par exemple peut avoir un code ou bien un code à barre, QR, etc. Donc ça dépend de chaque organisme pour identifier la pièce unique ou bien pour identifier ou bien pour avoir une identification unique de ce produit. Et à partir par exemple de ce code, on peut avoir, comme j'ai dit, donc les informations que j'ai déjà citées au-dessus. Donc la matière utilisée, la personne utilisée, la date, l'heure de la fabrication, etc. Surtout, comme j'ai dit, donc dans le cas d'un produit agroalimentaire, donc on parle toujours de la date de péremption, etc. Donc l'identification unique, et bien sûr il est très important, etc. Il y a aussi dans des cas où la traçabilité unique n'est pas nécessaire, donc on peut identifier selon le lot ou bien selon la quantité fabriquée par jour ou bien selon voilà, on parle généralement d'un lot de production. Mais bien sûr, lorsque l'organisme arrive ou bien a les moyens pour atteindre l'identification unique, bien sûr, ça va faciliter le maximum possible l'identification de toute source d'un problème ou bien des problèmes de non-conformité, surtout dans le cas où il y a une réclamation client, etc.
Donc, toujours dans la production et prestation du service, donc il y a la propriété des clients ou des prestataires externes. Donc, l'organisme doit respecter la propriété du client ou des prestataires externes lorsqu'il est, bien lorsqu'il se trouve sous ce contrôle ou il l'utilise. L'organisme doit identifier, vérifier, protéger et sauvegarder la propriété que le client ou le prestataire externe a fourni pour être utilisé ou incorporé dans les produits et services. Donc, généralement, lorsqu'on a un organisme qui travaille avec plusieurs clients, donc pour chaque client, il définit, ou bien chaque client, il définit ses besoins, les caractéristiques de produits qu'il veut, etc. Donc, automatiquement, chaque organisme doit identifier et avoir la propriété du client afin, bien sûr, de conserver ces informations et afin de respecter le contrat, par exemple, s'il y a un contrat signé avec un client, etc. Donc, dans le processus, ou bien dans le principe de protection et de confidentialité et de sauvegarde, bien sûr. Et si par exemple un client veut changer, bien sûr, n'importe quelle caractéristique d'un produit, etc., dans ce cas-là, bien sûr, il y a, ou bien l'organisme doit suivre ces changements afin, bien sûr, de livrer un produit conforme aux exigences de clients, parce que on parle toujours de notre besoin pour satisfaire nos clients. Lorsque la propriété du client et du prestataire externe est utilisée de façon incorrecte, perdue, endommagée ou encore jugée impropre à l'utilisation, l'organisme doit le notifier au client ou au prestataire externe. Surtout dans le cas où il y a un non-respect, par exemple, d'une exigence d'un client ou bien d'une propriété d'un client, il faut toujours avoir une communication avec le client pour expliquer la situation, etc. Dans l'objectif, toujours comme j'ai dit, de la livraison d'un produit conforme aux exigences du client, ainsi la satisfaction totale de nos clients. On passe maintenant au chapitre 8.4 qui est la préservation. Donc, généralement, c'est une petite exigence. Donc, l'organisme doit assurer la préservation des éléments de sortie des processus au cours de la production et la prestation du service dans une mesure suffisante pour maintenir la conformité aux exigences. Donc, nous avons déjà parlé de ça donc, dans la partie identification et traçabilité. Donc, on doit toujours préserver les éléments de sortie d'un processus. Lorsqu'on parle par exemple dans le cas de processus de réalisation, on doit bien sûr préserver les éléments de sortie qui peuvent être l'état de contrôle d'un produit. Donc on note bien sûr tout ce qui est contrôle ou bien tout ce qui est information relative au contrôle dans l'enregistrement de contrôle. On peut aussi on peut aussi avoir parmi les éléments de sortie d'un processus de réalisation tout ce qui est quantité produite, rapport de production, le temps de production, le temps d'arrêt, etc. afin bien sûr qu'on puisse analyser et contrôler et vérifier notre processus, qu'il est apte, est-ce qu'il est conforme à nos exigences, est-ce qu'il atteint les objectifs, etc. Donc, passons maintenant aux activités après livraison. Donc, généralement, lorsqu'on parle de processus de réalisation, donc, il commence tout d'abord par la planification, l'ordonnancement, la réalisation ou bien la production et aussi la livraison et après livraison. Donc, pour les exigences relatives aux activités après livraison, donc l'organisme doit satisfaire aux exigences relatives aux activités après livraison associées aux produits et services. Donc, généralement, comme j'ai dit, lorsqu'on parle de la sortie de processus de production, donc vers la fin de la production, automatiquement, il y aura de la livraison. Donc, il y a plusieurs exigences aussi relatives à la livraison et même relatives au service après livraison. Donc, lors de la détermination de l'étendue des activités après livraison requises, donc chaque organisme, au cours de la livraison ou bien après livraison, il doit prendre en considération premièrement les risques associés aux produits et services, c'est-à-dire on peut avoir des risques lors de la livraison, donc des risques par exemple au niveau de contamination ou bien au niveau de l'effectualité du produit.
donc lors du transport ou bien lors de la logistique, etc. Il y a aussi des risques qu'on peut avoir lors de l'utilisation de produits par le client, etc. Donc on doit toujours citer ou bien analyser ces risques de chaque produit, surtout que, comme vous savez, donc nous avons un grand chapitre relatif à l'analyse des risques et des opportunités. Donc on doit prendre en considération tout ça dans les risques relatifs aux produits. On doit aussi prendre en considération les exigences des clients, parce qu'il y a des clients qui exigent un emballage spécifique, qui exigent un logistique ou bien un transport spécifique, une façon de transporter le produit, donc selon les exigences du client, etc. Donc on doit toujours prendre en considération ces exigences du client et les respecter, bien sûr. On doit aussi prendre en considération les conséquences indésirables et potentielles associées aux produits et services. Donc ça entre aussi dans les risques négatifs de produits. Donc il peut avoir par exemple un produit dangereux, etc. Donc on doit toujours avoir ou bien analyser ces conséquences et les prendre en considération lors de l'activité après livraison. On doit aussi prendre la nature, l'utilisation, la durée de vie privée des produits et services. Donc nous avons aussi un chapitre ou bien surtout dans tout ce qui est normes environnement, santé, etc. Donc tout ce qui est relatif à la durée de vie de produits. Donc on doit, si par exemple il y a une durée de vie de produit, on peut même le mettre dans le produit ou bien dans l'emballage. La nature aussi des matières utilisées, comment utiliser le produit, etc. Donc l'identité d'utilisation, etc. Donc on peut se conformer à cette exigence, bien sûr, soit par exemple avec des consignes d'utilisation, avec consignes de sécurité, avec des notices d'utilisation, etc. On doit prendre en considération aussi les retours d'information du client. Donc s'il y a les retours d'information client comme réclamation, comme demande de modification, etc. Donc on doit prendre tout ça dans la partie traitement des réclamations, retour d'information du client, comment traiter l'information, s'il y a un problème ou bien un retour négatif d'un client, comment analyser les problèmes ou bien comment analyser les non-conformités relatives du client, etc. Donc tout ça, ça entre dans la partie activité après livraison. On doit prendre aussi les exigences légales et réglementaires. Donc si nous avons une exigence réglementaire relative ou bien légale relative à un produit, comme la façon de le transporter, la façon de l'utiliser, etc. On doit prendre tout ça dans les exigences. S'il y a par exemple des décrets, des textes réglementaires qui définissent n'importe quelle information relative au produit, on doit aussi les prendre en considération lors de l'activité après livraison. On peut utiliser ce qu'on appelle le retour d'information, donc généralement pour tracer les retours, etc. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Donc on peut aussi avoir un cahier de charge des clients et au fur et à mesure on le modifie selon les besoins des clients. Donc généralement pour se conformer à toutes les exigences que nous avons citées, donc je vous recommande bien sûr à élaborer quelques documents afin de respecter ou bien afin de se conformer aux exigences. Donc nous avons déjà parlé de la planification de produits, la réalisation. Donc on peut utiliser les fiches de contrôle, les plans de contrôle qui, comme je dis, qui contient les caractéristiques de produits, les informations de contrôle, etc. On peut aussi avoir un planning de production. On peut aussi avoir des rapports de production comme des enregistrements dans lesquels on peut tracer la quantité produite, on peut tracer le temps de production, on peut tracer par exemple le temps d'arrêt, les défauts, etc. Donc on peut aussi avoir ou bien élaborer des modes opératoires ou bien des instructions de travail qui décrivent comment fabriquer un produit, qui sont les étapes à suivre pour fabriquer un produit conforme, etc. On peut aussi avoir un enregistrement de contrôle dans lequel on peut tracer ou bien identifier les problèmes de contrôle lors de la production, les résultats obtenus de contrôle, etc. On peut aussi avoir des fiches d'utilisation et de sécurité de produits, comme je dis, afin de respecter les exigences relatives aux activités après
les raisons, etc. Et bien sûr, dans l'objectif de protéger le client à chaque utilisation, bien à chaque incident, bien sûr, lors de l'utilisation de produits. Alors donc vers la fin de notre formation d'aujourd'hui, donc je vous invite tous autrefois à s'abonner dans la chaîne Kali ou bien dans la chaîne QP2M Consulting et bien sûr d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos partagées. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les vidéos ou bien dans les commentaires ou bien bien sûr afin que je puisse vous répondre soit dans les commentaires soit dans les prochaines vidéos. Et merci à tous.